Ok, bienvenue dans cette interview un peu spéciale avec Jérémy. Jérémy, je vais donner le contexte avant que tu te présentes. Pourquoi cette interview est spéciale? Tout simplement parce que je vais poser des questions à Jérémy. Je vais poser 18 questions environ et je n'ai pas le droit de rebondir sur ses réponses. Je n'ai pas le droit d'induire des choses. J'ai pas le droit de, j'ai rien le droit de faire en fait par rapport à ces réponses. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que ça va être une série d'interviews euh, où en fait Jamie est le premier. Et vous, en tant que visionnaute, vous allez pouvoir comparer aussi les réponses des différents entrepreneurs, voir un peu leur façon de penser, leurs différences, là où ils divergent ou là où ils convergent. Et, euh, et donc, ça va être une valeur ajoutée pour ceux qui regardent. Donc, ça, c'est intéressant, puisque les questions que je vais poser, ça va être sur sur les cinq piliers de la chaîne de valeur d'un business, en tout cas en ligne, la stratégie, les opérations, l'équipe, la motivation et la livraison. Donc, c'est ce que j'expliquais à l'instant à Jérémy en off. Il vient à peine de découvrir ma problématique de mémoire, puisque c'est pour mon mémoire que je fais ça, qui est comment opérationnaliser sa stratégie tout en restant motivé tout au long du process, en générant des profits qui soient réguliers, puisque c'est une problématique pour pas mal de solo-entrepreneurs ou d'entrepreneurs sur Internet. Donc, Jérémy, est-ce que déjà tu peux te présenter dans un premier temps? C'est une question qui ne fait pas partie du Bien sujet. sûr. Bien sûr. Je m'appelle Jérémy Coleman. Je suis entrepreneur sur le web depuis pour une bonne dizaine d'années maintenant. Je suis passé par tout un tas de sous-métiers, de sous-branches de l'entrepreneuriat web, où j'ai eu un média dans la mode masculine avec une marque de vêtements qui se vendent en ligne. J'ai fait de l'e-commerce. J'ai eu un blog dans le sport. J'ai travaillé dans la séduction. J'ai fait du coaching. J'ai été freelance. Ensuite, j'ai eu une agence digitale. Donc, j'étais patron d'une agence. J'ai travaillé en coaching en freelance en sous-traitance de grosses agences parisiennes, jusqu'à coacher en social selling des grosses entreprises et des grosses marques. Et à un moment, rupture nerveuse, j'en avais marre de travailler avec ce genre de clients parce que la relation, elle est particulière, elle est tendue. Donc, tu gagnes bien ta vie, tu es très bien payé par ces clients, mais la relation n'est pas très agréable en général. J'ai claqué la porte et j'ai dit, je vais monter mon propre business en ligne, en fait, du côté infopreneur, coach, entrepreneur web. Et je vais accompagner des personnes que je connais bien, que je peux vraiment aider, donc beaucoup de professions du care. Donc en fait, des coachs, des thérapeutes, des gens qui aident les autres, qui sont là pour faire le bien, mais qui généralement sont très mauvais en marketing. Ça tombe bien, moi, j'aimerais aider plus de gens, mais je ne suis pas forcément la meilleure personne pour le faire. Par contre, le marketing, ça fait 10 ans que j'en fais, j'y ai dédié ma vie. J'ai un master en stratégie digitale des marques. J'ai vraiment fait ça du marketing toute ma vie, aussi loin que je m'en souvienne. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'apprends, je forme, je transmets la partie marketing à des gens qui en ont besoin. Ok. Donc là, on a le contexte sur ton parcours et sur qui tu es pour pouvoir répondre à ces questions. Je vais commencer directement dans les questions. Mhm. Sur la partie stratégie, top, quelle est la couleur des yeux de ton chien? Non, je rigole, c'est une blague. Elle en a un de chaque, un marron, un bleu. Ah, c'est ça. Déjà, ta question, elle fout la merde. Mauvaise question. Non, en vrai, déjà, qu'est-ce que euh, veut dire pour toi la vision stratégique par rapport à ton entreprise? C'est la vision stratégique pour moi de mon entreprise, c'est la direction dans laquelle je veux aller avec cette entreprise, c'est ma vision future pour l'entreprise qui est liée avec la mission et l'ambition de l'entreprise. Je ne crois pas du tout aussi cette histoire de mission de vie. Moi, je pense que la mission de vie de l'humain, c'est de vivre son humanité et puis c'est tout. Il faut faire chier le monde. Par contre, une entreprise a une mission. Elle a une raison d'exister, elle a une ambition, elle a une direction. Elle peut être purement mercantile, elle peut être 100% orientée vers les autres, elle peut allier les deux. Moi, c'est ce que je préfère, hein. C'est une vision qui est tournée vers le profit, mais vers le profit pour faire des choses avec ce profit. Et pour moi, c'est l'alliance donc de cette vision, de cette mission, de comment rendre ça possible techniquement qui dicte une ligne de conduite et des étapes qu'on va appeler stratégie. Ok. Du coup, c'est quoi pour toi une bonne stratégie? Une bonne stratégie, pour moi, c'est une stratégie qui m'aide à aller là où je veux aller. Je suis à un point A, je veux aller à un point B. Je décide que le chemin, a priori, le chemin le plus stratégique, le plus efficace, le plus écologique, le plus agréable pour moi, ça va être celui-là que je vais dessiner. Une stratégie n'est pas figée. Une stratégie peut évoluer au cours du chemin, mais pour moi, la bonne stratégie, c'est le bon chemin pour moi et mes équipes qui nous aide à aller à l'objectif d'une façon qui est la plus agréable et facile pour nous.
Ce qui est donc une bonne stratégie pour moi n'est pas une bonne stratégie pour le voisin. Et par rapport à une stratégie en termes de canal d'acquisition, est-ce que tu penses que se baser uniquement, par exemple, sur Facebook, un réseau social, ça soit dangereux pour une entreprise? Alors, ça dépend de pas mal de paramètres. Ça dépend en premier lieu si ta stratégie d'acquisition du réseau social, elle est basée sur ce que le réseau social veut ou toi qui l'as détourné. Typiquement, on est beaucoup à utiliser des profils Facebook comme source d'acquisition pour faire tourner le business. Ce n'est pas du tout l'utilisation principale que Facebook veut pour ses profils. Et Facebook n'a pas trop envie qu'il y ait des gens qui fassent du business et qui ajoutent des gens et qui fassent du marketing comme ça, etc. Donc, si c'est ton seul et unique canal d'acquisition, ouais, c'est dangereux. Parce qu'en fait, tu es en train de te balader en zone grise chez Facebook. Facebook peut changer d'avis. De la même façon que tu as des personnes qui drivaient à l'époque 100% de leur trafic à partir de pages. Un jour, les pages, Facebook a décidé que les pages, ce serait pour faire de la publicité. Il a passé le reach de 50% à 1% si tu ne payais pas. Et il y a tout plein de médias type BuzzFeed, mais à l'époque, ils avaient d'autres noms, c'était d'autres médias, hein, mais ce genre de médias-là, dont certains avaient 100 personnes dans leurs équipes qui ont fait faillite du jour au lendemain parce que leur source de trafic s'est éteinte, purement et simplement, et que tout leur business model reposait là-dessus. Si par contre, ton business model, je ne sais pas moi, c'est YouTube, et que ton canal d'acquisition, c'est de faire du contenu le meilleur possible sur YouTube pour amener les gens ensuite dans un funnel, pourquoi pas en fait. YouTube veut que tu fasses du meilleur contenu possible adapté aux spectateurs. Si en plus de ça, tu ne les sors pas de la plateforme parce que tout ton funnel il est fait de vidéos qui sont elles-mêmes présentes sur YouTube, YouTube va adorer ça, il va te mettre le plus en avant possible. Ça dépend toujours si tu joues le jeu des. Après, si tu veux, les GAFAM sont extraordinaires, mais la seule question à se poser, c'est est-ce que tu joues le jeu qui est dans leurs intérêts et tu as fait coïncider les tiens? Et dans ce cas-là, non, tu n'es pas plus que ça en danger, même si le chiffre 1 reste dangereux dans toute relation. Mais si toi, tu essayes de jouer en zone grise avec les GAFAM ou avec n'importe quelle autre source de trafic, ça veut dire que tu joues au con, ça veut dire que tu as conscience que ça peut s'arrêter. Ok. On passe aux questions sur les opérations. Comment opérationnalises-tu ta stratégie à court terme, moyen terme et long terme? Alors, moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps du tout, j'étais tout seul. J'étais vraiment en mode artisan. J'arrivais à gagner pas mal d'argent en étant artisan, tout en ayant fait le choix que je pourrais jamais bosser plus que ce que je faisais. Ça suffisait, tu vois, ça ne servait à rien d'en faire plus dans la façon dont je faisais mon artisanat. Mais j'avais aussi accepté qu'il y avait donc un plafond de verre qui était très confortable. C'était quelques centaines de milliers d'euros par an, hein, mais que je ne pourrais jamais aller plus loin en travaillant de cette façon-là. Quand j'étais dans cette façon-là, je n'avais pas tellement besoin d'opérationnaliser. Je savais où je voulais aller en termes de stratégie et de produits sur l'année. Il fallait juste que je fasse du contenu en fonction et que j'amène mon contenu pour qu'il y ait une suite logique sur l'année. Et je fonctionnais un peu à l'instinct, à l'intuition, etc. Je ne me posais pas tellement la question. Aujourd'hui, où j'ai une vision plus long terme, où j'ai des équipes, où j'ai envie de faire plus de croissance, parce que c'est un nouveau jeu auquel j'ai envie de jouer. Alors, il n'est pas forcément mieux ou moins bien, mais j'ai envie d'essayer un autre jeu. Je suis obligé par contre de mettre en place des opérations qui sont un peu plus logiques. Typiquement, si je veux lancer une nouvelle offre jamais vue avant en décembre, il faut que j'ai préparé les gens et mon audience pendant au moins 1 mois à 3 mois avant ça. Donc potentiellement, il faut que j'ai travaillé mes canaux d'acquisition encore 3 mois avant ça. Donc il faut que je réfléchisse à court, moyen et long terme sur au moins 6 mois. On conseille des sprints de 90 jours, mais si tu as une vision sur plus que ça, c'est mieux. Aujourd'hui, en fait, j'ai une vision à 10 ans d'où je veux aller. Donc, j'ai un milestone à 5 ans, mais qui est franchement approximatif. Pareil pour 3 ans. Par contre, je sais très précisément où je veux être à 1 an. Donc, je sais qu'est-ce que je dois faire dans les 90 prochains jours pour y aller. Donc, je sais quelles sont mes actions du mois, de la semaine, du jour. C'est comme ça que j'opérationnalise. Je pars du très long terme. Pour moi, le 5 ans, 3 ans, il est un peu délicat. Parce que ça reste un peu du pifomètre parce qu'on sait que le chemin il change tellement, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup, par contre, je peux savoir assez précisément où je dois être à 1 an, donc à 6 mois, 3 mois, 1 mois, une semaine, etc. Et c'est comme ça que j'opérationnalise par rapport à ma vision long terme en fait. Okay. Et du coup, tu parlais d'être en mode artisan. C'était quoi les risques d'être seul dans ton business avant? C'est moi qui faisais l'acquisition, c'est moi qui faisais le nurturing, c'est moi qui faisais la vente, c'est moi qui faisais les produits, c'est moi qui délivrais. J'avais juste quelqu'un qui s'occupait de tout ce qui était opération. Moi, j'appelle opération, donc administrative, gestion, comptable, fiscal, droit, etc. Le hic, c'est que si moi j'arrête de bosser, il ne se passe plus rien.
C'était pas forcément un problème, dans la mesure où je faisais largement assez de profit pour dire si j'ai envie de rien foutre pendant 3 mois, c'est pas grave. Mais ça veut aussi dire quand tu fais rien pendant 3 mois, quand tu recommences quasiment de zéro, il faut te refaire voir, il faut réamener du contenu, il faut réamener une dynamique. J'aimais pas être le seul dans mon business à courir tout seul dans ma roue de hamster, tu vois, parce que ça amenait des dangers. C'est pas ce qu'on croit, parce qu'on dit ouais, le profit, la régularité. En vrai, quand tu commences à faire plusieurs dizaines de milliers d'euros de profit mensuel, faire zéro le mois d'après, tu n'en as rien à foutre en fait, puisque chaque mois, tu génères 3 à 6 mois d'avance. Donc, c'est plus du tout une problématique. Mais ce qui me dérangeait, c'est que mon business arrêtait d'évoluer si moi j'avais envie de prendre des vacances. C'était pas pour une histoire d'argent et de cash flow, c'est juste que j'aime pas la stagnation, à moins que ce soit un plateau d'assimilation, ça c'est ok, mais la stagnation non voulue, j'aime pas ça. Et quand le fait que moi j'ai moins envie, je suis un peu fatigué ou que je suis en vacances, fait stagner le business, voire régresser, ça commence à me rendre malade. Et donc j'ai décidé de changer de business model et de façon de bosser, quoi. Hmm. Et du coup, comment tu organises tes journées, peut-être avant ou aujourd'hui? Avant, je me levais, je faisais du contenu, je parlais avec des gens, je tournais plus de contenu, je parlais avec plus de gens, j'ai aidé mes clients et c'est tout. J'ai que ça à faire. Ce qui est très très bien en fait, hein, et aujourd'hui, moi, c'est ce que je conseille, c'est ce que je recommande, puisque ça te permet d'aller à 100 000 euros par an de chiffre d'affaires et plus, et un peu plus même, hein. Et pour la plupart des gens, c'est largement suffisant et c'est une vie de rêve parce que du coup, tu bosses 1 à 2 heures par jour en fait pour faire ça. Une fois que tu l'as mis en place, hein. Avant un peu plus, bien sûr, une fois que tu l'as mis en place, c'est 2 heures par semaine à maintenir un type de business comme ça. Donc ça, c'était cool, c'était un peu les vacances, le lifestyle et tout. Mais au bout d'un moment, en fait, vraiment, je me suis fait chier et je pouvais plus croître. Et en plus, ça, enfin, comme je te dis, quand je partais en vacances, la croissance s'arrêtait, etc. Et donc, j'ai changé, j'ai structuré. Aujourd'hui, mes journées, euh, alors, il y en a qui aiment bien faire un jour un pôle d'activité. Moi, ça me rend malade, en fait, c'est assez rapidement. J'essaie ça, de faire ça régulièrement. Et en général, je tiens 10 jours. Donc, en fait, moi, je fais tous les pôles d'activité tous les jours, je préfère. En général, le matin, je me lève et je vais checker les urgences. C'est des fausses urgences, hein, mais donc je vais vérifier toute la partie acquisition, je vais vérifier toutes mes stats de nurturing. Donc je vais vérifier ma chaîne YouTube, j'en sais rien, mes comptes Facebook, des trucs comme ça. Je vais vérifier mes emails, je vais vérifier les notifications de mes équipes, s'il y a eu des trucs dont ils ont besoin rapidement. Je vais vérifier si les clients ils ont eu besoin de moi, quel est le niveau d'urgence de ce qu'ils me demandent, à savoir est-ce que ça les bloque dans leur avancement ou est-ce qu'ils ils ont une question, mais si j'y réponds demain, on s'en fout. Donc, je vais traiter tout ce qui est important et urgent. Ensuite, je vais traiter ce qui est urgent mais pas trop important. Et ensuite, je vais prévoir des grosses plages de travail pour ce qui n'est pas du tout urgent mais qui est important. Tout le reste, ça dégage. Et donc, je vais être vraiment sur tous les pôles de mon entreprise par plage horaire pendant la journée, en fait. Donc, sur le marketing, sur les sales, sur les opérations, sur la délivrabilité du produit, donc sur le pôle produit, etc. Sur un peu tout, je vais discuter avec mes équipes. En général, toutes les choses vitales de mon entreprise sont finies à midi. Et l'après-midi, c'est en fonction de ce qui se passe. Alors là, je suis en pleine phase de remodelage et de croissance, donc les après-midi, je bosse beaucoup. J'ai juste hâte de retrouver cette période où à 13h, j'ai fini ma journée et je peux aller me promener, quoi. Hmm. Ouais. Et du coup, c'est la proportion de ton temps de travail et de ton temps personnel, elle est comment aujourd'hui ou comment elle sera Comment, amenée à être? comment tu distingues temps de travail et temps personnel? Bah, le Quand est-ce que je bosse professionnel pour mon et entreprise et quand personnel, est-ce ouais. que... Ouais, ok. Actuellement, là, dans cette phase très précisément, je travaille au moins 10 heures par jour. Ce qui s'explique par le fait que j'ai voulu faire 1, 2, 3 ans de boulot en 3 mois, parce que mon ego a décidé qu'il voulait faire ça comme ça. C'est éprouvant. J'ai assez peu de temps personnel, j'ai un tout petit peu de temps pour ma vie privée, j'ai un tout petit peu de temps pour faire un peu de sport et pour voir des copains une fois de temps en temps. Mais mon temps perso actuellement, il doit être de 10 heures par semaine. C'est pas du tout une norme pour moi, c'est juste un palier, c'est pas du tout fait pour durer. En général, des caps comme ça peut durer jusqu'à 3 mois, grand, grand, grand maximum. Après, il faudra 6 mois de plus calme quoi, pour rebalancer. En temps normal, je vais avoir 6 heures de temps pro dans la journée, pour 6 heures de temps perso à peu près. Moi, je me couche très tôt, je me lève très tôt. Donc, ça va faire à peu près ça. Ok. Et comment tu sépares ton identité personnelle à celle du chef d'entreprise, du CEO? Je sépare pas. Alors, je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est moi qui en suis pas encore capable, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, j'ai vraiment pas les réponses pour ça. Mais je sépare pas. Quand une personne qui me connaît pas me demande qui je suis, la première réponse que je vais, par réflexe, hein, c'est pas parce que je veux m'y identifier,
c'est la première réponse réflexe, ça va être je suis entrepreneur, tu vois. Ça dicte ma vie, en fait. Ça dicte mes amis, ça dicte la façon dont je vis au quotidien, ça dicte mes objectifs, ça dicte beaucoup de choses dans ma vie. C'est vraiment une identité forte qui me colle à la peau, dont je ne me suis pas défait à ce stade, que j'ai vraiment attribué à c'est qui est Jérémy. Euh, je pense aussi que les identités sont juste des choses qu'on s'invente et que peut-être qu'à un moment je m'en déferai, ou peut-être pas, ou peut-être que j'aurais pas envie, ou peut-être qu'il faut pas. J'ai pas les réponses, mais aujourd'hui, c'est une seule et même chose, quoi. Et donc, tu travailles à la maison Ouais, et comment tu c'est une fais, idée, c'est une idée pourrie. comment tu fais Ça a la marché, frontière? ça a marché ça marchait très très bien quand je travaillais 3-4 heures par jour. C'était pas du tout un problème parce que du coup, tu pouvais tout à fait faire tout chevaucher, ça se passait bien. Aujourd'hui, je travaille beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué à gérer puisque mon bureau est la pièce à vivre de l'autre et ça colle pas ça. Donc là, je pense que je vais reprendre des bureaux pendant que je serai en voyage, ou je sais pas comment je vais m'organiser, ou j'irai peut-être bosser dans des cafés, ou dehors, au bord de la plage, je ne sais rien. Mais bosser à la maison, ça va quand tu as peu d'heures de boulot à faire, même si c'est du deep work, tu vois, ça j'y arrivais, mais quand tu as peu d'heures, sinon c'est compliqué. Hmm. Ok. On passe sur l'équipe. Mhm. En plus, tu es en plein dedans, donc c'est parfait. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faille maîtriser une tâche opérationnelle avant de la déléguer? Ouais, à 100%. Déjà parce que dans les rares mauvais cas, tu peux pas savoir si la personne elle te balade, sinon. Du genre, ça m'a pris 12 heures, c'est hyper difficile, machin, il faut augmenter mes tarifs. Si toi, tu connais rien, tu peux juste dire oui, d'accord. Mais bon, ça, c'est un cas extrêmement rare. Franchement, faut pas maintenant les gens qui sont sur le point de recruter qui vont regarder ça, faut pas qu'ils croient que tout le monde est là pour les arnaquer. Euh, c'est le rasoir, c'est le rasoir d'Anlon. C'est ne jamais attribuer à la malice ce qui peut être attribué à la bêtise dans les professionnels avec qui on travaille, mais ça vaut pour tout le monde et je pense que je suis le compte quelqu'un aussi, hein. Mais en fait, tu as plus de gens qui sont incompétents malheureusement dans leur tâche que de gens qui veulent t'arnaquer. Mais le problème aussi, c'est ça, c'est qu'en fait, pour être capable de dire qui est compétent et qui n'est pas pour la tâche en question, pour être capable de lui donner des bonnes instructions, pour être capable de le former sur ce que tu attends et sur la façon dont tu l'attends et de l'aider à grandir la personne, parce que pour moi, les équipes, c'est aussi des gens que tu coaches et c'est à toi de les faire grandir, etc. Tu peux pas juste les jeter là, tu vois, à moins que tu aies recruté en fait un senior qui fait ça depuis 10 ans, tu vois, et dans ce cas, tu payes le prix. Mais dans tous les cas, pour comprendre la tâche, pour pouvoir aider la personne, pour pouvoir créer des process avec elle, pour pouvoir voir avec elle comment elle peut s'améliorer, voir avec elle ce qu'elle fait mal, ce qu'elle fait trop bien et qu'il faut absolument qu'elle garde, dont elle soit fière et tout. Bref, il faut comprendre la tâche en question. Tu peux ne pas aimer ça, tu peux genre trouver ça atroce et tu veux pas entendre parler, mais il faut savoir le faire. Moi, en tout cas, c'est mon opinion et toutes les personnes chez qui je me suis formé sur le recrutement disent ça aussi. Ok. Du coup, à quel moment c'est le meilleur moment ou c'est le moment le plus important pour déléguer ou pour recruter? Alors, absolument jamais comme j'ai fait, à savoir dans l'urgence. Ça, c'est une connerie. T'as pas le temps de faire les choses correctement. Pour moi, le meilleur moment, c'est quand tu n'as plus le temps, toi, de faire des choses, en fait. Ou alors, encore mieux, en anticipation, 1 à 3 mois avant, quand tu sais que tu vas avoir un pic de croissance et donc que tu n'auras plus le temps de. Là, c'est le meilleur moment. Ok. Et c'est quoi que tu penses qu'il faut déléguer en priorité? Je sais pas. Moi, la plupart des gens que je connais, ils commencent par déléguer tout ce qui est administratif, comptable, SAV, toutes ces choses-là. En fait, pour moi, il faut commencer par déléguer toutes les choses où tu as assez peu de valeur ajoutée, toi. Et donc, déléguer en tout dernier le marketing et la vente, contrairement à ce que tout le monde veut faire, parce que c'est là où l'entrepreneur a le plus de valeur ajoutée lui-même. Et c'est ce qui fera toujours mieux que n'importe quelle équipe externe, puisque c'est sa boîte, c'est son marché, c'est tout ça. Euh, donc moi, je commencerai par effectivement toutes les tâches où tu n'es pas indispensable. Donc toutes les tâches opérationnelles et de gestion où tu n'es pas indispensable. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai beaucoup pensé à recruter de l'aide pour le marketing et je ne l'ai pas fait parce qu'au final, je ne trouve pas des gens qui vont vraiment faire enfin, en fait, le rapport ou le temps que ça me prend, la qualité que je fais par rapport au temps que ça leur prend, la qualité qu'ils font et les résultats que ça amène, que ce soit moi ou eux, et les différents. Enfin, en gros, pour l'instant, je n'ai pas été capable de recruter sur ces pôles-là et je ne pense pas que ce soit vital tout de suite pour moi. Moi, là maintenant, je vais commencer à recruter un peu plus sérieusement, c'est sur tout ce qui est pôle produit et donc succès client, délivrabilité du produit et tout, parce que je me rends compte que ben, je ne suis pas le meilleur pédagogue de la Terre, même si je suis très très bon dans mon métier. Et donc, j'ai besoin de gens pour m'épauler, pour mieux l'expliquer, pour amener plus de succès aux clients, etc. Donc en fait, tu commences par les choses où ta personne ne sert à rien. Ensuite, peut-être les choses où tu comprends bien, mais tu n'es pas le meilleur. Et vraiment là où tu es très très bon, même si ça te prend du temps, tu vois, tu le gardes au début et tu le délègues vraiment tout à la fin.
Comment tu fais cette transition? Comment tu passes d'entrepreneur solo à gestionnaire d'équipe? Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. C'est de l'humain avant tout. C'est un besoin, c'est de te dire j'ai envie de passer plus de temps à faire ça, mais pas au détriment de telle tâche. Donc, il faut que quelqu'un s'occupe de cette tâche-là. Moi, je gérais déjà en fait plein de clients en coaching. Donc, maintenant, je gère des équipes. C'est un peu le même principe, hein. Je disais quoi faire à des gens avant pour leur propre entreprise et je les aidais à voir quel était le blocage, comment ils pouvaient s'améliorer, comment ils pouvaient avoir plus de résultats. Maintenant, j'aide des gens à le faire pour mon entreprise. En fait, ça scale mon temps. Hmm. Avant, j'avais 10 heures de travail dans une journée. Aujourd'hui, j'ai 10 heures à moi, plus 5 heures à machin, plus 5 heures à truc, plus 3 heures à machin. Donc, en fait, je peux travailler 40 heures par jour, techniquement, tu vois. Ouais. Donc, je peux en faire plus à condition d'être plus efficace, de mettre en place de meilleurs process, de mieux former les gens. Je peux plus faire Jérémy tout seul dans sa tête qui pète un plomb dès qu'il a une idée, quoi. Et qui va travailler 6 heures d'affilée, dès qu'il a une idée, elle est implémentée dans les 6 heures, etc. C'est une autre façon de travailler. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une interview hyper intéressante, enfin un podcast hyper intéressant, c'est Aline Bartoli, je ne sais plus, The Bee Boost, qui pareil a une grosse phase de croissance récemment, qui s'est staffé de ouf et tout. Et elle faisait un podcast témoignage où elle parlait de ça. Et elle expliquait cette transition, elle expliquait assez bien. Tu dois apprendre une nouvelle façon de travailler. Hmm. Ouais. Et tu parlais de process, justement, en termes de routine, quand on a une équipe, c'est quoi qui est important de mettre en place? J'ai toujours cette phrase qui me revient et que j'ai entendue dans 100% des émissions, des podcasts, des formations et des bouquins sur la délégation que j'ai lus. C'est la confiance n'exclut pas de contrôle. Donc, c'est-à-dire que j'ai confiance dans les gens qui travaillent avec moi parce que si je les ai recrutés, c'est qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas vérifier qu'ils ont bien pensé à tout et qu'ils ont bien suivi les process et qu'ils n'ont pas besoin de moi et qu'ils n'ont pas venu me le dire. Tu vois. En fait, c'est plus ça que je contrôle avec mes équipes. C'est est-ce que tu as besoin de moi et tu n'as pas pensé, pas osé ou pas voulu me le dire. Qu'est-ce qu'on Hmm. peut faire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que tu fasses mieux? Hmm. Parce que je suis responsable de ce que tu arrives à faire autant que tu l'es. Et ça, c'est très important. Okay. Et j'ai envie d'induire un truc. Au pire, je le couperai. Euh, en termes de réunion d'équipe, tu penses qu'il y a des choses à mettre en place? Alors, il y a des choses à mettre en place ou pas, ça c'est chacun qui décide. Moi, je suis allergique aux réunions, je les trouve inefficaces au possible. Il y a un moment, quand tu as une certaine taille de boîte, tu es obligé d'en faire, j'en suis sûr et certain, et tous les entrepreneurs que je connais autour de moi qui ont des plus grosses boîtes que moi les font. Par contre, ça peut être aussi être un gouffre terrible à temps, à énergie, à tout ce que tu veux. Donc, il faut faire attention à ce que ce soit bien drivé, bien efficace, que tout soit timé, qu'il y ait une personne qui gère la réunion, qui soit le chairman, etc., etc. Moi, aujourd'hui, j'ai des calls hebdo avec certaines personnes de mon équipe. J'en ai d'autres que j'ai en chat non-stop. Ça dépend des besoins. Ok, ok. C'est une pépite. Là, c'est un condensé de, de valeurs. Euh, on passe à la phase de motivation. C'est une grosse phase, Mhm, c'est une grosse partie puisque mhm. c'est quelque chose, le nerf de la guerre finalement, c'est motivation. Ouais. On va nulle part. Euh, Comment tu t'y prends pour être ton propre chef? Moi, je suis un peu particulier avec ça et je pense pas que ma réponse, elle aille à tout le monde. En fait, c'est que moi, si tu regardes mes blessures et mes traumas et les schémas que je répète, c'est je vais pas être assez. Enfin, c'est la petite voix à l'intérieur, tu vois. C'est parce que je crois consciemment. C'est je vais pas être assez bien et tout le monde va m'abandonner, en gros, tu vois. C'est mes traumas profonds. Alors, j'avance plutôt bien dessus et ça va plutôt beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a pas mal d'années. Mais de temps en temps, je l'ai encore un petit peu, tu vois. Alors, aujourd'hui, je suis capable de me poser en observateur de cette petite voix intérieure et de juste la regarder, de dire, ah tiens, ça, c'est les traumas de Jérémy qui essaie de s'exprimer, sans le lier à mon identité. Mais je pense que ça a été un gros moteur pour moi pendant très, très longtemps. C'est vu que j'ai peur qu'on me dise que j'ai pas fait assez bien, je fais toujours mieux. Et donc, sur moi-même en tout cas, je suis beaucoup plus tolérant avec les autres. Sur moi-même, je ne tolère pas les excuses, l'échec, le fait de ne pas le faire alors que tu aurais pu parce que tu n'avais pas envie, etc. En fait, je m'impose une putain de discipline en fait. Ce qui est à double tranchant parce que ça m'a amené au bord du craquage nerveux plus d'une fois. Hmm. Je ne suis pas encore la meilleure personne aujourd'hui pour prendre soin de moi. Okay. Je suis très bon pour atteindre un objectif quand je m'en suis fixé un. Par contre, pour l'atteindre en bon état, j'ai encore des progrès à faire. Comment tu trouves la motivation au quotidien?
je suis tellement déterminé à aller là où je veux aller, j'en ai tellement un besoin viscéral que c'est une question qui ne se pose pas en fait. Après, par contre, il y a des jours où je ne vais pas arriver à faire ce que je voulais et jusqu'à présent, j'étais très dur envers moi. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai toujours une phrase que je me répète, que j'ai entendue dans un bouquin de Fabien Olicard, c'est 1 est mieux que 0. Et aujourd'hui, je comprends mieux mon niveau d'énergie comme ça. En fait, j'avais prévu de faire 10. J'ai envie de faire 0, mais je vais faire 1. Parce que 1, c'est mieux que 0. Et en fait, avant, on va dire que mon niveau normal, c'était 10. Et en fait, les jours où j'avais beaucoup d'énergie, je faisais 10 facilement. Et les jours où j'avais pas d'énergie, je faisais 10 ou 9 en chiant de ouf, en fait. Aujourd'hui, je vois l'énergie autrement, en fait. Si la moyenne, c'est 10, bah, les jours où je suis en forme, je vais faire 25. Et les jours où je suis pas en forme, je vais essayer de faire 1. Et puis, si j'y arrive pas, tant pis. Mais je vais arrêter d'essayer d'être moyen, ce qui me demande de forcer quand j'ai pas envie et de mettre en sous-régime quand j'ai envie. Je suis mes fluctuations quand même, mais j'essaie juste de pas faire 0 parce que 0, c'est presque abandonné pour moi et ça me convient pas. Okay. Comment tu fais pour te ressourcer, justement, quand tu es dans des phases plus down? Voyage, copains, montagne, sport, moment de couple plus détente où on se promène, où c'est mignon, etc. Aller faire du shopping, des trucs comme ça. Alors c'est un peu con, mais tu sais, parce qu'en fait, c'est un moment où je vais profiter et utiliser l'argent. Et donc, en fait, je me rends compte ça me ramène à pourquoi je le fais. C'est pour pouvoir en profiter plus. Des choses comme ça. Et après, sinon, j'aime juste beaucoup, beaucoup traîner au lit devant Netflix comme une grosse loque. J'adore ça, je fais ça tous les jours, sans exception. Tous les jours de ma vie, il y a minimum 1 à 2 heures où je suis allongé dans mon lit comme une merde, à mater une série que j'ai déjà vue 100 fois, même pas une série bien que je veux découvrir. Hein. Genre, ça va être Friends, The Big Bang Theory ou des choses comme ça que j'ai déjà vu, mais franchement, je connais tous les dialogues par cœur des 12 saisons des trucs. Hein. Et je vais continuer à mater ça dans mon lit comme une larve, en train de m'assommer littéralement le cerveau. Quoi. Et je kiffe, c'est agréable pour moi. C'est un moment de détente. Je confirme pour avoir passé une semaine avec toi. Ouais, tu m'as vu faire. Tous les jours. Tous les jours, mais la sieste devant la série. Quoi. Ouais. C'est quoi les tâches que tu fais par plaisir et les tâches où tu te sens contraint ou que tu ne fais pas ce que tu es contraint de faire? Tâche plaisir, tout ce qui est contenu. Tout ce qui est contenu, marketing, je fasse des emails, des vidéos, des textes, que j'enregistre des modules de formation. Tout ce qui est création de contenu, c'est vraiment un plaisir. J'adore faire ça. La partie sales, je sais le faire, je suis bon dedans, mais c'est pas plus mon kiff que ça, tu vois. C'est juste que j'ai besoin de parler avec les gens et donc j'ai gardé ça moi-même pour l'instant. La partie opération, technique, enfin tout ça, par contre, je déteste. Je suis capable de le faire s'il faut. Demain, j'ai 100% de mon équipe qui dégage, je peux gérer tout le business tout seul. Hein. C'est juste que du coup, ça me prend tout mon temps de vie et je peux plus rien faire d'autre. Et les 3 quarts des trucs, je les aime pas, quoi. Mais je sais tout faire. Mais la partie technique, compta, fisca, SAV, tout, ça me saoule. Parce qu'en fait, ça vaut pas mon temps. Pas dans le sens où je suis trop bien pour ça, hein. Dans le sens où je suis capable de générer plus de valeur à un autre pôle, et la valeur que je crée à cet autre pôle permet largement de compenser l'embauche à un pôle où je ne crée pas de valeur. Tu vois, les 1 heure que je n'ai pas passé à faire du SAV à la con, à savoir appuie sur tel bouton pour obtenir ta facture, par exemple, tu vois, ou quelles sont tes infos pour que tu les rentres dans le logiciel, enfin, vraiment, tout le monde peut le faire, quoi. Les 1 heure que je n'ai pas passé à faire du SAV, je peux les passer à faire du marketing qui va me dégager 10 fois la valeur numéraire que m'a coûté le mec qui fait le SAV, par exemple. Tu vois. Donc, c'est vraiment une question de où est-ce que tu dégages le plus de valeur. Okay. Et du coup, comment tu fais pour te motiver à faire les tâches contraignantes ou que tu n'aimes pas faire en Je dehors ne suis, suis pas très bon pour ça. Soit j'arrive à me foutre un gros coup de pied au cul, je les fais tout de suite à la première heure de la journée. Soit je vais les reporter jusqu'à ce que j'ai absolument plus le choix parce que la deadline elle soit 10 minutes après et je vais les faire. Okay. J'ai les 2 extrêmes. Soit genre je suis Jérémy déterminé et c'est la première chose que je fais le matin quand j'ai pas envie. Soit Jérémy a un peu moins de détermination, il va repousser jusqu'à la dernière limite. Okay. J'ai une question un peu longue, accroche-toi. Comment tu t'y prends pour trouver l'énergie à faire des tâches opérationnelles et redondantes sans succomber aux tâches créatives, inspirantes, nouvelles ou plus excitantes? J'automatise, je systématise, je mets en place des process, je fais en sorte que ce soit le moins chronophage, prise de tête possible. Je fais en sorte que ça me demande absolument plus aucune volonté, plus aucun cerveau, plus aucun rien, ni presse-bouton.
Et du coup, en fait, je peux succomber à toutes les tâches créatives. Ok. Et comment tu t'assois sur ta chaise pour appuyer sur le fameux bouton? C'est un automatisme. Tous les matins, je me lève à 4h30, à 4h35, je suis assis au bureau. Et c'est pas un effort, hein, c'est pas, je suis trop content de pouvoir faire ça, quoi. C'est mon moment de gratitude du matin, c'est je me réveille, il est 4h30, j'ai mon café dans la main, j'allume mon ordi, je regarde ce qui s'est passé pendant que je dormais. Et je suis content, quoi. C'est pas du genre j'ai peur de ce qui va se passer et je viens en réaction. Je suis trop content de découvrir, comme un enfant, tu vois, qui ouvre ses cadeaux. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je dormais? Et vu que moi je me couchais à 20h30, 21h, il s'en est passé des choses pendant que je dormais. Entre 20h et minuit, moi j'ai pu toucher à l'ordi, les gens ils vivent. Donc, il s'est passé plein de choses pour mon business et je vais les découvrir. Et je suis un gamin qui ouvre ses paquets tous les matins et qui regarde ce qui a pu se passer. Alors, des fois, j'ai des cadeaux pourris hein, et je dois gérer des merdes du coup à 4h30 du matin, mais la plupart du temps, c'est des bonnes surprises et des trucs où je suis content et ça me donne des idées. Donc, en fait, c'est pas un effort. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de me coucher le soir parce que j'ai qu'une hâte, c'est que la journée du lendemain recommence. Ok. Donc, les tâches opérationnelles, tu les fais le matin? Les tâches opérationnelles où tu n'as pas forcément envie de faire? J'essaye, ouais. En général, le matin, j'essaie de faire tâches créatives d'abord, parce que c'est le moment où je suis frais, je viens de me lever et tout, c'est là où j'ai le plus d'idées. Ensuite, tâches opérationnelles de merde, parce que si je les ai pas fait avant la fin de la matinée, je les ferai plus. Hmm. Je vais les repousser. Ok. Et en termes du coup d'équipe, donc ça c'est une question qui va dans l'équipe que j'ai mis dans la motivation. J'ai oublié de déplacer. Comment tu motives tes équipes? En me débrouillant pour leur montrer toujours dans quelle direction on va avec l'entreprise, dans quelle direction va leur poste, en me débrouillant pour que cette direction soit excitante pour eux, intéressante pour eux, qui voient ce qu'ils vont y gagner, qui voient les nouveaux défis qu'ils vont avoir, et en leur rappelant en permanence que je suis un peu un bulldozer qui va les emmener très très vite sans qu'ils s'en rendent compte, très très loin, mais qu'à tout moment, ils ont le droit de dire non, ils ont le droit de dire ça, ça me plaît pas, ils ont le droit de dire ça, j'ai plus envie de faire, ils ont le droit de dire ça, je me sens plus aligné, ou Jérémy, je me sens carrément plus aligné dans mon poste. Et dans ce cas-là, on va discuter ensemble s'ils peuvent faire autre chose au sein de l'entreprise qui est intéressant et qui leur plaira et qui a de la valeur pour l'entreprise, ou s'il faut juste qu'ils se réorientent avec une autre entreprise, et c'est OK aussi, on le fera d'un accord commun. C'est me débrouiller pour qu'ils se sentent bien là où ils sont et dans la direction où ils vont, en fait. Ok. On passe à la partie livraison. Il y a une question. C'est comment associer le scaling du business tout en maintenant les résultats clients et la satisfaction client? Tu vas baisser ton taux de marge et tu vas standardiser. Tu vas plus prendre de clients qui ne rentrent pas exactement dans les clous. Et tu vas dépenser plus d'argent dans la partie délivrer le produit et s'assurer de son succès. Donc, tu seras un peu moins profitable, mais ça va se compenser avec le scaling. C'est typiquement, tu vois, j'en ai 5, je peux les coacher tout seul. J'en ai 25, il faut des coachs pour m'aider. J'en ai 100, il faut plus de coachs pour m'aider. Il faudra des responsables du pôle de livraison, organisation. Il faudra un assistant opérationnel. Euh, moi, j'ai une chef des opérations là, qui vient m'aider. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, ton taux de marge, il baisse, c'est normal, qui est largement compensé par le fait que tu as plus de clients. Mais là où c'est dangereux, c'est surtout les exceptions. Si tu veux vraiment scaler sereinement, sans avoir des merdes, il faut standardiser un minimum, en fait, et tu peux pas prendre des gens qui rentrent pas dans le process, en fait. Mais c'est même pas que pour toi, c'est aussi pour eux, en fait. Hein. C'est qu'ils vont être broyés par le process, ils vont pas avoir de résultats, ils prendront pas de plaisir, ça va finir en remboursement, c'est pas la peine, tu vois. Moi, j'ai fait l'erreur il y a pas longtemps de laisser quelqu'un rentrer dans un programme qui était trop avancé pour le programme, qui avait besoin de plus de suivi one-one, etc. Et on s'en est rendu compte tous les deux, et en fait, je l'ai laissé repartir. J'ai cashback, etc. Parce qu'en fait, il rentrait pas assez dans mon process, et donc c'était ni bon pour lui, ni pour moi. Et donc, comment tu t'y prends pour standardiser la livraison? Te débrouiller pour accepter des gens qui ont tous les mêmes problèmes, tous les mêmes besoins. Ils peuvent avoir des besoins one-one plus spécifiques, hein, mais où leurs problèmes de fond sont tous les mêmes. Okay. Si tu as une usine de pièces auto et que tu veux produire plus de pièces auto, tu te concentres sur les roues de Fiat et tu ne fais plus de carburateur de Solex. Tu vois. Enfin, c'est pareil, quoi. Ouais. Et sur l'humain, tu crois que c'est aussi facile ou aussi faisable? Facile, non. Mais c'est possible. Il y en a qui le font. Moi, j'en connais plein qui le font. Hein. Donc, si eux, ils y arrivent, c'est que c'est possible. Ceux qui ne le font pas, c'est soit qu'ils n'ont pas trouvé comment le faire, soit qu'ils ne veulent pas le faire. C'est OK, hein, c'est pas grave. Hein.
Il y en a qui décident qu'avec la phase de scaling, ils auront un peu moins de taux de satisfaction, un peu moins de taux de succès, et qu'ils auront moins de recurring, et qu'ils auront besoin de chercher plus de nouveaux clients, et qu'ils auront plus de déçus, que ça fait partie du jeu. Je ne suis pas encore assez loin dans le scaling pour pouvoir en juger. Donc, je ne sais pas. Okay. Et aujourd'hui, j'ai d'autres questions qui me viennent. Comment tu mesures le résultat client? Taux de satisfaction du client, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il a envie de te recommander? Est-ce qu'il a envie de rempiler? Okay. C'est ça, est-ce que tu es content? Est-ce que tu as envie de continuer à travailler ensemble? Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de proche de toi? C'est 3 bonnes questions pour savoir si une personne elle est contente. Hein. Tu fais les 3 notes sur 10, tu fais une moyenne, et puis voilà. Okay. Est-ce que tu es content d'avoir fait cette interview? Moi, j'ai passé un bon moment, c'est des questions intéressantes. Ouais, c'est vraiment cool. En tout cas, je te remercie Je d'avoir. te, Ouais, si tu veux nourrir la réflexion de ton mémoire, en plus des interviews, lis le livre Traction de Gino Wickman, je crois que c'est, ok. qui m'a été conseillé par Benoît Voschtenka, donc le CEO de Bonne Gueule. Hein. Mm. Donc là, on parle d'autres choses en termes de taille d'opération. Hein. Ouais, ouais. C'est une boîte qui a quasiment 100 personnes, je crois. Et ça explique toutes les phases et toutes les questions que tu m'as posées. Et moi, ce livre m'a beaucoup, beaucoup aidé pour amorcer ma phase de structuration. Bah, j'irai regarder et citer et mettre 2-3 références du livre dans mon mémoire. Je pense que ça s'inscrira très, très, très bien dans ton mémoire. C'est pour ça que je me permets de te le recommander. Ouais, Ça t'aidera à apporter beaucoup, beaucoup de support. ok, C'est un très bon livre. super. Bah, merci en tout cas. Et puis, bah, J'en prie. pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Jérémy, parce que je suis passé et je suis toujours en train de travailler avec Jérémy. Ça fait des années qu'on se connaît, qu'on fait des trucs ensemble. C'est vraiment stylé. Donc, vraiment, bah, je le recommande, moi en tout cas. Sinon, j'y serais pas retourné une deuxième fois, me faire accompagner par lui. Et puis, bah, Jérémy, je sais pas, tu mettras des liens dans la description. Ouais, comme tu veux, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Okay. Merci et à bientôt. Merci à toi.